Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Nantel et je suis accompagné aujourd'hui de Dominique Place et Min Nguyen et qui vont nous parler de Fortier EDR. Messieurs, ça va bien? Fort bien. Avant toute Oui, chose? Cool. très bien, toi, Mathieu. Oui, ça va très bien, merci. Min, est-ce que tu peux nous parler brièvement de la plateforme Fortier EDR? Absolument. Fortier EDR, c'est une nouvelle acquisition récemment dans le portfolio de Fortinet. En fait, ça date d'octobre 2019, donc on parle maintenant à presque 5-6 mois en date d'aujourd'hui. Une solution qui offre une protection au niveau de la sécurité des postes de travail et des serveurs. Dans le jargon, dans le milieu, on parle de produit EDR, Endpoint Detection and Automated Response. Donc, c'est un produit qu'on a rapidement intégré dans le portfolio, dans la fabrique de sécurité Fortinet aujourd'hui. L'ancienne appellation, pour ceux qui étaient peut-être au courant du produit, s'appelait N-Silo, qu'on a rebaptisé Fortier EDR aujourd'hui. Couverture très, très large au niveau des différents systèmes d'exploitation sur le marché. En fait, ça couvre à peu près tout ce qui est commercialement utilisé aujourd'hui dans les trois principaux acteurs du milieu. Notamment au niveau Microsoft, ça peut sembler anodin, mais on va le montrer tantôt, le support sur le système d'exploitation Windows XP, qui pratiquement déjà en fin de vie du point de vue Microsoft, mais qui malheureusement est encore très, très largement utilisé, que ce soit dans le domaine bancaire ou dans le domaine des systèmes POS, donc des caisses enregistreuses, qui sont pris d'un point de vue applicatif ou autre raison sur ces plateformes legacy. Donc, c'est pas parce que ces systèmes sont en fin de vie qu'on n'a pas besoin de protection. Donc, on va vous montrer de façon un exemple au courant de cette session aujourd'hui. Dominique, je suis curieux, la partie cloud privé ou public, ça veut dire quoi ça pour la plateforme? Ça veut dire qu'on est dans une orientation qui peut être offerte dans différents modèles. On est dans une ère où le déploiement peut se faire évidemment là, dans des souhaits un peu plus on-prem, tout comme on pourra en mode, c'est-à-dire de déploiement plus cloud public, aller s'asseoir par exemple du côté de l'environnement info-nuagique, du côté Google par exemple. Ça peut être un service qui est offert à travers le nuage, autant c'est bâti pour le web finalement, donc. Exactement, tout à fait. Je dirais que la vaste majorité des déploiements existants aujourd'hui sont exclusivement en cloud. Donc, j'aimerais juste préciser qu'on parle de privé ou public. On peut soit s'en aller 100% dans le cloud public, donc on parle d'une plateforme info-nuagique commerciale que vous connaissez, qu'on connaît, là, Google, AWS ou Azure, ou dans un environnement privé, 100% privé, pour lorsqu'il y a une demande, que ce soit au niveau requis réglementaire ou de données de vie privée. Donc, on peut aller en mode hybride, la troisième option. Donc, ce sont des options qu'on peut choisir avec la vaste majorité existante dans le cloud public. Dominique, je vois que tu as le dashboard devant toi. La partie multi-tenant, est-ce qu'elle est active en ce moment de ton côté? Oui, c'est le cas, effectivement. On est dans un environnement où, pour ma part, au niveau de la démonstration qu'on effectuera dans les prochains instants, où on se retrouvera dans mon tenant, c'est-à-dire pour éviter de certaines confusions pour le besoin de la présentation, mais dans une réalité de production, on va se retrouver avec une capacité vraiment de segmenter, de pouvoir avoir une approche gérée. Quand on parle des collectors, on parle des agents eux-mêmes avec une capacité de déplacement inter-tenant, une capacité assez intuitive au niveau du transport d'un environnement à un autre. Donc, une gestion facilitée puis pensée dans sa genèse au niveau d'une approche vraiment gérée. Et si je peux me permettre de rajouter aussi, lorsqu'on parle de l'aspect de multi-tenancy, ça va de soi. Il y a une capacité de role-based access complet intégré dans la plateforme de gestion. C'est-à-dire qu'on a autant des super administrateurs qui sont capables de voir une panoplie de ce qu'on appelle des organisations, qui sont en fait des entités logiques virtuelles dans la plateforme, ou évidemment des administrateurs locaux qui, lorsqu'ils s'authentifient au portail de gestion, ne voient que leur propre instance, leur propre organisation, sans savoir qu'il y a d'autres éléments existants. Donc, lorsqu'on parle d'outils qui est fait sur mesure pour les entités MSSP, on a une bonne idée assez visuelle d'entrée de jeu ici.
Excellent, merci messieurs. Et si on passait à ce stade un peu en survol les différentes capacités de cette plateforme-là, parce qu'en gros, c'est pas une plateforme Next-Gen AV seulement, puis c'est pas vraiment une plateforme seulement d'EDR, c'est une plateforme qui combine une panoplie de capacités, là, si je comprends bien. Effectivement, on est dans une approche, je dirais, qui nous emmène ailleurs au niveau EDR, dans une approche qu'on va appeler pré-exécution, puis avec une réalité de post-exécution, c'est-à-dire dans un mode beaucoup plus préventif à partir du moment où le malware a été exécuté. On est dans un mode préventif au niveau pré-exécution, dans une capacité de fonctionner sans interférence avec des solutions de compétitrices ou solutions autres, avec une capacité vraiment qui est orientée sur une base de machine learning et avec une orientation aussi de possibilité d'aller être dans un mode très préventif au niveau d'un élargissement au niveau de la surface d'attaque, c'est-à-dire capacité beaucoup plus au niveau applicatif où on pourra évaluer selon certains critères, c'est-à-dire au niveau vulnérabilité, au niveau, et j'en reparle un peu plus loin, là, je ne veux pas sauter directement à une portion plus au niveau communication, contrôle des communications, mais on est dans une capacité vraiment de pouvoir être dans un mode vraiment dans un mode qui est pré-exécution, avec une capacité aussi de contrôle, par exemple, au niveau périphérique USB en termes de soutien des politiques. Tout ça arrimé à une capacité éventuellement le malware est déployé et déjà le patient zéro est déjà touché, avec une capacité de venir intercepter toute exfiltration, une capacité d'identification de mécanique traditionnelle de ransomware, où on va être capable au final de bloquer des menaces qui sont déjà existantes, des menaces qui sont présentes. On est plus dans une réalité d'analyse behaviorale, c'est-à-dire comportementale, où on va faire du tracking là, au niveau exécution. Et on va venir bonifier ces approches-là avec une orientation par playbook, c'est-à-dire une capacité d'automatisation puis basée sur des classifications de menaces, où on va pouvoir arriver à de la rémédiation slash recouvrement là, en termes d'approche au niveau de la pré-exécution. Et c'est une approche qui n'est pas basée sur on a une capacité de ramener à un état préliminaire, c'est-à-dire des registres sous Windows, des processus, mais on n'est pas sur une approche où on est basé sur du shadow copy. Donc, vraiment une capacité qui est indépendante de cette orientation-là, qui est d'une façon ou d'une autre très, très lourde. Là. Je ne sais pas si, Mine, tu avais d'autres éléments à rajouter sur un peu ces différents segments-là au niveau de l'approche EDR? Je pense que non, tu as fait un excellent résumé. Juste peut-être un petit commentaire plus à haut niveau. Je pense que la plupart de nos auditeurs vont se reconnaître beaucoup dans les produits historiques, c'est-à-dire qu'on se parle dans le monde Internet à peu près depuis une trentaine d'années. L'aspect pré-infection a été ce qui a surtout été surligné avec les produits antivirus existants sur le marché aujourd'hui. Beaucoup d'emphase sur la partie pré-infection. On tente le plus possible de prévenir l'infection d'une machine ou d'un serveur. Ce qu'on vit aujourd'hui, de façon que Dom t'a très bien expliqué là, et résumé, on amène tout l'aspect post-infection avec la génération des produits EDR, où il y a eu une première génération et maintenant une génération plus avancée. L'aspect post-infection, c'est ce qu'on a vu statistiquement parlant. Vous avez vu lorsqu'on parle dans les nouvelles d'une organisation de toute taille qui détecte une menace, souvent, et il y a un nombre un temps très élevé. On parle de plusieurs jours, plusieurs semaines, voire des mois entre le moment où une menace rentre dans une infrastructure et entre le moment de la détection et évidemment de supprimer ce contenu malicieux. Donc, c'est plusieurs mois durant lesquels énormément de dommages peut être fait et c'est ce qu'on tente de faire avec ces produits de type EDR ici, incluant le nôtre ici, vous voyez les caractéristiques. Un dernier point que j'aimerais amener avant de passer au prochain, que j'aimerais mettre l'emphase dessus, c'est la quatrième colonne à partir de la gauche, la colonne de désarmement. Je
Je pense que c'est un élément assez important qui mérite de surligner parce que c'est un élément quand même assez différenciateur dans notre produit ici, où dans la mesure, lorsque une menace est identifiée dans le système, c'est sûr que le réflexe habituel, évidemment, le plus facile, c'est bon, le poste est infecté, c'est bon, on va réimaginer le poste de travail et on repart à neuf, from scratch, on est sûr qu'il n'y a plus rien. C'est une technique valable. Sauf que le problème, c'est évidemment, pendant tout que ce processus-là est effectué, les gens ne peuvent pas continuer à travailler. Ils n'ont plus d'ordinateur, il n'y a pas de relève. C'est un arrêt complet de la productivité. Avec une solution comme le FortiADR, ici, l'aspect désarmement ou defuse en anglais, ce qu'on veut dire ici, c'est que lorsqu'on détecte une menace, que ce soit au niveau d'un processus qui roule ou d'un fichier ou quelconque, on va vraiment de façon chirurgicale aller arrêter le processus en question ou arrêter les communications externes du processus. L'exemple le plus facile, l'analogie la plus facile que je peux donner ici, c'est, imaginez-vous un furteur moderne qui possède évidemment vous avez plusieurs tabs d'ouvert, un sur Google, un sur YouTube par exemple. On peut détecter une menace sur un process unique au furteur sur un des tables. Et ce qu'on va faire, c'est que le produit FortiADR va geler le processus en question ou bloquer les communications externes à un des tables, alors que le deuxième table qui est ouvert continue à être fonctionnel. On n'a pas arrêté le furteur au complet, on n'a pas bloqué le poste de travail, on ne l'a pas mis en quarantaine encore, même si c'est une option du produit. Mais dans ce cas-ci, on a vraiment, de façon chirurgicale, stopper le processus, arrêter le processus. Donc, on limite les dommages collatéraux au système tout en permettant aux gens de continuer de travailler. Donc, dans une optique de continuité d'affaires, c'est un élément qui est très, très important. Je pense qu'il méritait d'être surligné. Merci, Min. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai besoin d'un exemple. Donc, je pense qu'on va partir de cette information-là pour tenter de placer un peu d'exemples autour des différents modules qui existent dans le produit. Donc, on a vraiment pré-infection. Ça, c'est pour prévenir l'exécution. Vous êtes d'accord avec moi? Ça fait que si quelqu'un double-clique sur un fichier, ça devrait l'empêcher d'exécuter. C'est ça? Fait que si je démêle un petit peu les deux cas, puis post-infection, c'est si ça exécute déjà, c'est déjà en mémoire et c'est déjà en exécution, qu'est-ce qu'on peut faire après? Donc, on va passer à travers ces deux scénarios-là. Est-ce que ça va pour vous? Oui, ça va. Excellent. On se regarde maintenant dans la console de gestion au niveau du dashboard. On va sauter directement dans le vif du sujet, l'endroit où on va passer le plus de temps d'habitude en tant que gestionnaire de ce produit, au niveau des security settings, plus précisément au niveau des security policies. Alors, ce que vous voyez ici, dans le fond, ce que je suis en train de voir en ce moment, c'est que par défaut, lorsqu'on configure ce produit, il y a 4 sections majeures, sous-sections majeures au niveau des security policies, où, en fait, l'essentiel de l'intelligence du produit est présente. Au niveau on a parlé de pré-exécution tantôt et de post-exécution. Donc, dès le début, on rentre ici dans la partie la prévention de l'exécution. Donc là, c'est ici qu'on va plus surtout recouper avec un produit anti-malware classique, entre guillemets, où on va rajouter évidemment certains items. Donc, ce qu'on voit, il y a une série de règles qui sont prédéfinies ici par le système. Ça, c'est une configuration de base. J'ai absolument rien rajouté ici. Au niveau de la prévention de l'exécution, où on est capable de voir que la plupart des éléments sont non seulement activés, donc en state enabled, mais aussi en mode blocage par défaut. Donc, ce qu'on voit de plus standard là, dans la phase pré-exécution, au niveau des fichiers malicieux détectés, au niveau des drivers qui sont suspects, qui ont été téléchargés au niveau en mémoire ou autre, ou l'exécution de scripts malicieux. Donc ça, ce sont tous des éléments vraiment exclusivement dans la phase pré-exécution. On tente de prévenir l'infection du poste du travail. On peut y aller de façon macro, c'est-à-dire déplacer toute la section en mode prévention ou en mode simulation, ou je peux y aller aussi spécifiquement dans les règles que vous voyez ici. Maintenant, si on va plus loin au niveau on a parlé, Mathieu a parlé, il donne tantôt d'exfiltration, de prévention d'exfiltration de données. Vous voyez ici qu'il y a encore beaucoup plus, de façon additionnelle, des règles reliées à divers sujets dans le gros chapeau de l'exfiltration, de la prévention d'exfiltration de données, que ce soit au niveau des données, que ce soit au niveau des programmes critiques qui simulent un vrai programme, en fait, que c'est un programme qui est faux, fake, ou toutes sortes d'autres
d'autres éléments au niveau de l'exécution, des pointers invalides, tous des éléments qui sont clés là, lorsqu'on parle d'exploitation des vulnérabilités. Vous allez les retrouver ici. Comme vous voyez encore une fois, la très vaste majorité sont actifs et en mode blocage, avec certains éléments en mode logging ou en désactivé, mais que vous pouvez évidemment toujours aller assujettir à des exceptions aux règles génériques que vous voulez. Oui. Mine, si tu me permets une question, est-ce que ces engins-là sont compatibles si, par exemple, j'ai d'autres engins antivirus sur mon poste de travail? C'est une très bonne question. Lorsqu'on parle d'éléments prévention ici, au niveau des règles, un des éléments clés du produit FortiADR, c'est que c'est un produit qui ne dépend absolument pas d'aucune signature. Il n'y a pas de signature au sens classique lorsqu'on parle d'un engin anti-malware classique avec un téléchargement à l'heure ou plusieurs fois par heure de signature. Donc, ça nous permet de coexister avec n'importe quel produit anti-malware sur le marché. On sait que la règle habituelle en vigueur, c'est de ne jamais avoir deux antivirus en concurrence sur un système d'exploitation en raison des différents mécanismes de fonctionnement de tels produits. Dans ce cas-ci, ce n'est pas un problème. Donc, aucune signature, on ne dépend d'aucune signature pour la portion anti-malware, ce qui est une excellente nouvelle parce que ça nous amène des effets secondaires, mais pas au sens péjoratif, mais au sens positif, où, par exemple, on parle puis on va le montrer tantôt, on parle d'une charge sur le système lorsque le produit est en opération qui est très, très bas, parmi les plus bas dans l'industrie, en fait, qui nous permet même, par exemple, de rouler le produit FortiADR dans des systèmes virtuels de type VDI, où traditionnellement, les produits anti-malware classiques ont beaucoup de misère à rouler en raison de la charge amenée par le produit qui est en opération. La partie de Ransomware Protection, c'est Prevention et Protection. En fait, c'est un élément spécifique. On parle d'une série de règles ici qui vont prévenir les activités malicieuses, puis activités vraiment au gros sens, dans tous les sens possibles. Lorsque on a parlé tantôt lorsque en post-exécution ici. Donc, lorsqu'un contenu malicieux se retrouve sur un système, on peut avoir tous les produits sur le marché. La prévention à 100% est impossible. Tout le monde le sait. Donc, lorsque le mal se produit et qu'un ransomware, un CryptoLocker se retrouve sur un poste de travail, d'habitude, il y a plusieurs étapes qui sont faites en arrière-plan de façon très rapide. Donc, ce que le produit ici, FortiADR, est fait de façon différente, c'est que il va prévenir, dans le fond, le chiffrement du disque dur. Donc, le fameux processus qu'on entend souvent dans les nouvelles où le disque dur se fait chiffrer et demande une rançon de 3 ou plus bitcoins payables, sinon les données sont évidemment plus accessibles pour la suite des choses. Donc, ici, on voit une série de mécanismes pour mitiger les risques associés à ce processus-là. Élément que j'aimerais mentionner, que Dom a déjà mentionné en introduction, c'est que alors que beaucoup de solutions sur le marché dépendent d'un processus de shadow copy, donc la copie parallèle pour pouvoir faire un rollback si on détecte que des fichiers qui ont été encryptés, qui ont été chiffrés. Le produit FortiADR ne dépend pas de ce mécanisme pour la simple et unique raison que malgré que ce soit une façon de faire qui est valable, c'est pas une méthodologie qui peut être facilement scalable lorsqu'on parle des centaines et des milliers de fichiers. On s'entend que lorsque vous exécutez un programme ou un fichier sur un système d'exploitation, s'il se met à copier de façon parallèle des dizaines, des centaines de fichiers, c'est à un moment donné, c'est le CPU et le I/O sur le disque dur qui va souffrir au niveau de la performance système. Le produit FortiADR, ce qu'il va faire, c'est qu'il va surtout fonctionner en mode interception des instructions qui sont envoyées au kernel. Donc, si pour rendre ça plus simple et rapide pour les fins de l'exercice ici, que ce soit un programme légitime ou un programme malicieux, lorsque vous voulez écrire sur le disque dur, la méthode est la même. Le programme malicieux ou légitime doit envoyer des instructions d'écriture au kernel du système d'exploitation. Le produit ADR ici va intercepter ces requêtes-là,
pour voir justement et débattre de si c'est une écriture légitime ou une écriture illégitime, que ce soit un code qui a été signé par un manufacturier comme Microsoft reconnu ou quelqu'un qui n'est pas reconnu ou qui présente d'autres comportements douteux. Et dans ce cas-ci, va bloquer ce processus-là en temps réel avant même que le fichier malicieux ait le temps de compléter par exemple, le chiffrement d'un répertoire ou d'une série de fichiers de ce côté-là. Donc, c'est comme ça que le produit FortiDR va faire la mitigation au niveau, lorsqu'on parle de prévention du ransomware et du CryptoLocker ici, c'est de cette façon-là qu'on va faire, de façon qui est très efficace à grande échelle et qui demande très, très peu de ressources système durant son opération. Donc, j'ai pas besoin d'antivirus avec... Si j'ai FortiEDR installé, le connecteur, j'ai pas besoin d'un antivirus sur mon poste. Séparément. Ultimement, effectivement, le produit FortiEDR peut remplacer éventuellement un produit antivirus classique au sens du terme. Donc, quand je parle d'un produit classique, un produit à signature, à mise à jour régulière, etc., etc. Okay. On maintient cependant que c'est un produit qui peut fonctionner en concurrence. Il n'y a absolument aucun problème. Beaucoup de gens choisissent, dans une phase 1, de maintenir les deux solutions de façon parallèle. Mais ultimement, oui, ce produit, il y a un chevauchement de ce côté-là, côté fonctionnalité au niveau antivirus, au niveau de la prévention, surtout dans la phase prévention, pré-exécution, évidemment. J'ai remarqué, Dominique, qu'il y avait aussi un aspect de contrôle de device USB dans les options, oui, c'est ça? Absolument. Donc, dans la dernière et quatrième catégorie importante au niveau des politiques de sécurité, qui est nommée ici Device Control, vous voyez ici, en ce moment, il est désactivé dans mon environnement ici, mais vous voyez, il y a une série de sous-règles qui sont encore créées. Tout ici, ce que vous voyez ici, sont créés out of the box. Donc, ce sont des mécanismes qui permettent d'être très granulaires sur ce qu'on bloque au niveau des périphériques, dans ce cas-ci, les ports USB. Que ce soit un appareil audio, un disque dur, une imprimante ou un smart card. Vous voyez, on peut même aller jusqu'à un type C, USB type C au niveau des device control. Donc, ça permet ici, en fait, on parle constamment de réduire la fameuse surface d'attaque, l'aire d'attaque possible. Donc, ici, on réduit le risque. C'est une gestion de risque, en fait. Beaucoup d'organisations décident carrément de bloquer, fermer complètement le port USB. Dans certains cas, ça fonctionne. Dans d'autres cas, ça empêche les gens de travailler de façon efficace. Donc, ce que vous voyez ici avec la série des règles qui sont ici, ça me permet d'avoir une très grande granularité, de bloquer, par exemple, les disques durs, mais de permettre des appareils audio branchés à même les ports USB. Donc, c'est un mécanisme qui peut être encore activé de façon totale, au complet pour le système, ou par série de règles que vous activez ou désactivez selon les besoins d'affaires dans votre propre environnement. Donc, pour conclure aussi maintenant la portion des règles de sécurité, un autre élément extrêmement important dans les produits EDR, dans le produit FortiEDR, c'est ce qu'on appelle au niveau des playbooks. Les playbooks sont en fait des recettes préétablies qui vont en fait automatiser une grande partie des opérations qu'une équipe de sécurité de façon historique aurait fait de façon manuelle. Donc, on est dans une ère d'automatisation, beaucoup, surtout dans l'industrie de la sécurité. Donc, c'est ici que les playbooks vont rentrer en jeu, où ce que vous voyez à l'écran ici dans la section playbook, c'est en fait une série d'actions automatisées que le produit peut prendre selon la classification des événements qui ont été générés. Donc, vous voyez en haut les différentes colonnes du plus dangereux au moins dangereux, le likely safe de gauche à droite, avec dans chacune des catégories ce que le produit est capable de faire. Donc, évidemment, on parle dans un premier temps au niveau de la première portion supérieure, au niveau de la notification, ça va de soi. Je pense que c'est ce qu'on est habitué, même avec les produits antivirus classiques, où on envoie que ce soit une trappe SNMP, un log, un syslog notification ou une notification via courriel. On peut même voir la section qui est en gris, Open Ticket, où à travers des API, le produit FortiEDR est capable de créer des billets et attacher quelques informations de base dans le billet, au niveau notamment de la sévérité du billet, de la nature de l'événement qui a été couvert dans ce cas-là. Pour le reste, la portion investigation, dans la deuxième portion investigation, c'est maintenant où on rentre dans le vif du sujet, où par exemple, dans des cas critiques, lorsqu'un événement a été détecté comme au niveau malicieux, on est certain que c'est vraiment malicieux, je suis capable de complètement isoler
l'appareil du réseau pour évidemment prendre des actions plus concrètes et surtout limiter la propagation du malware de façon latérale dans le VLAN en question. Vous voyez qu'il y a aussi une option dans ce cas-ci, sous-option de déplacer l'appareil dans un groupe de sécurité plus élevé. Lorsqu'on parle ici de groupe de sécurité, dans le fond, c'est juste un autre groupe de postes de travail auquel on assigne des règles de sécurité plus restrictives, par exemple, ou toujours dans le but escompté de limiter la propagation latérale du malware. Un élément là-dessus, Mathieu, si tu me permets, juste, ça permet vraiment d'avoir une approche hyper flexible en termes d'arrimage d'automatisation, de politique très précise. On pourrait, par exemple, pour un usager donné, ayons en tête un usager du groupe des finances, par exemple, où on pourrait vraiment l'intégrer à une prise d'action qui serait en fonction du groupe de collecteurs dans lequel il se trouverait. Donc, avec une capacité plus ou moins grande d'application de décision, c'est-à-dire avec une capacité d'isoler ou pas un périphérique, donc, etc. De degré de paranoïa, finalement, par rapport aux actifs qu'on protège, c'est ça? Ça peut être vu comme ça, effectivement. Façon de parler, là, mais en gros, tout ça peut s'appliquer là, de façon différente, dépendamment des collecteurs, dépendamment des clients qu'on protège, là. Donc, je pourrais avoir une réaction qui est très, j'ai utilisé le terme parano, là, mais qui est très active, puis pour lequel il y a peu de tolérance pour des actifs qui sont vraiment critiques, par exemple, les gens aux ressources humaines, les gens aux finances qui traitent avec d'informations privées, d'informations nominatives et autres. Puis peut-être que j'ai quelque chose de moins lourd et de moins impactant, là, finalement, pour le reste de ma population usagée. Tout à fait, oui, c'est ça. Oui, qui est tout à fait juste, Mathieu. Cool, excellent. Tu nous fais un survol rapidement de la consommation de ressources pour le collecteur, parce que ça doit être quand même, à mon avis, ça devrait être quand même assez élevé, en fonction de tout ce qu'on fait. En fait, une des particularités du produit, comme on l'a mentionné d'entrée de jeu, c'est que le produit FortiDR représente un des footprints, si vous me permettez l'expression, un des pourcentages d'usage ressources les plus bas dans l'industrie lorsqu'on parle d'agents déployés. Et ici, j'ai deux environnements dans mon lab ici que je peux vous montrer. Le premier, Windows XP. Donc, comme vous savez tous, système d'exploitation legacy plus en fin de vie, ce qui est déjà préinstallé. Donc, si je regarde dans la portion Task Manager ici, au niveau du collecteur EDR, qui est en fait l'agent déployé, on parle ici d'un usage en ce moment de 80 MB en mémoire. Donc, ça peut sembler peu dans un contexte où, évidemment, la plupart des machines modernes aujourd'hui viennent avec 8, 16 gigs de RAM et même plus. Mais, évidemment, lorsqu'on regarde, on multiplie le nombre de process et de logiciels qui roulent sur un système d'exploitation aujourd'hui, moins l'utilisation par un logiciel qui est supposé, dans le fond, demeurer invisible dans la mesure du possible, mieux c'est côté usage. Donc, si 80 MB du côté Windows XP, c'est sûr que ça peut monter peut-être je l'ai vu à 100, 120 MB, 125 MB d'utilisation, ce qui représente encore un chiffre très, très bas. Je peux vous assurer qu'il y a plusieurs logiciels antivirus sur le marché où la seconde que vous activez la machine, vous partez de démarrer la machine, on parle d'un usage initial allant de 500 MB jusqu'à 1 GB de RAM dans sa phase initiale. Donc, c'est quelque chose à se souvenir dans des cas quand même assez importants, que ce soit dans des environnements VDI, donc entièrement virtualisés, qu'on voit de plus en plus, mais aussi dans des environnements serveurs, où plusieurs gens sont souvent réticents à déployer ces types de solutions-là sur des serveurs Windows Server ou des serveurs web Apache, évidemment, de peur d'impacter une application qui est mission critical pour l'organisation. Donc, quand même extrêmement important à surligner ici du côté usage. C'est très efficace, en effet. Est-ce que tu peux nous démontrer l'installation de ce fameux collecteur? Oui, donc c'est rien de trop sorcier ici. J'étais sur ma machine Windows XP. Maintenant, je suis sur une nouvelle machine Windows 10 ici. On parle d'un collecteur, l'agent que vous voyez ici, qui pèse 22 MB ici lors de l'installation initiale. Donc ça, c'est une installation manuelle. Je tiens à souligner qu'évidemment, tout ceci peut être automatisé avec les outils classiques que vous pouvez penser en tant qu'administrateur réseau, qui soit SCCM ou autre. Donc, lorsque j'installe, vous allez voir qu'il n'y a rien de trop palpitant. On parle d'une installation ici standard de processus. Évidemment, je lis les conditions d'utilisation, j'accepte.
j'installe le tout. Il va me demander des informations complémentaires encore une fois. Je souligne qu'on est en mode manuel ici. Tout ceci, évidemment, peut être automatisé. Il y a le mot de passe ici est quelque chose qu'on a préalablement configuré dans la console centralisée. Donc, je rentre ça ici. Et le champ organisation, en fait, revient à la fameuse capacité multi-tenant du produit où un gestionnaire centralisé MSSP peut avoir, évidemment, par exemple, une vingtaine de clients sur son portail. Mais dans ce cas-ci ici, moi, je suis capable de rentrer quelque chose qui est spécifique à mon environnement de lab. Donc ici, une fois ces informations rentrées, vous voyez ici même l'option en petit, ici l'option VDI. Donc une fois c'est fait, j'installe le tout. Donc il va procéder. Vous voyez que c'est signé de façon numérique par nSilo. Ici, on installe. Donc, et voilà, vous voyez maintenant que l'installation est complétée. C'est aussi rapide que ça. Donc, quelques constatations initiaux. Vous voyez d'abord que l'installation a été complétée et on ne m'a jamais demandé de redémarrer le système. En ce moment, les mises à jour sont faites en back-end, c'est-à-dire que le collecteur ou l'agent déployé est en train de, dans sa phase initiale, de se connecter au gestionnaire centralisé qui, dans ce cas-ci, entièrement hébergé dans une infrastructure infonuagique. Donc, il est en train de télécharger ses premières politiques de sécurité. Et une fois que ce sera complété, je vais revenir ici et je vais vous montrer. Et voilà, il est déjà apparu instantanément où on voit la version, le système d'exploitation, l'adresse IP. Et dans sa forme originale, vous voyez, qui est en mode dégradé avec le petit logo orange. Lorsqu'on met dessus ici, évidemment, il n'y a pas encore de configuration. Elle est en train de se mettre à jour initialement. Première étape. Deuxième étape, vous aurez remarqué qu'il y a une disparité au niveau des versions entre les postes déjà installés et mon nouvel environnement, qui est le fichier que j'avais. Donc, ce qui va arriver aussi c'est qu'il y a un paramètre de configuration de mise à jour automatique où la console de gestion centralisée va mettre à jour de façon automatisée les collecteurs ou les agents déployés qui ne sont pas à la dernière version récente. N'ayez crainte. Tout comme son footprint très léger, lorsqu'on parle d'activer l'installation automatique, la mise à jour automatique, on parle d'échange de données très minimes, de blocs de 10 à 20 MB à la fois pour mettre à jour l'agent, toujours sans obligation de redémarrage à chaque fois. Donc, après quelques minutes, là, dans à peu près une quinzaine de minutes, si je reviens ici, je vais voir que tout le monde va être mis à la dernière version 4.1.0.111 dans ce cas-ci. Et il va être en mode process running si ce n'est pas déjà fait. Je vais juste tenter de mettre à jour et vous le remontrer ici. Donc, si je reviens ici, vous voyez, premièrement, il est déjà en mode running, c'est-à-dire qu'il a reçu sa politique de sécurité et maintenant, dans quelques instants, il va se mettre à jour dans la console ici. Alors que si je reviens localement ici, il n'y a absolument rien qui a modifié. J'ai pas besoin de redémarrer mon poste de travail encore. Et maintenant, je vois la console, la protection qui est ici, qui est en train de se mettre à jour, qui vient de devenir vert ici. Ouais. Et maintenant, pour confirmer de façon finale la charge sur le système ici. Lorsqu'on parle ici sur Windows 10, il y a un peu plus de disparité, plus de fonctionnalités ici dans la dernière version qui est en train de mettre à jour. On parle de 120 MB d'utilisation, qui est encore parmi les plus bas dans l'industrie. Donc évidemment, l'agent est en train de se mettre à jour en ce moment. On voit la consommation au niveau du disque. Oui. C'est sûr que c'est pas représentatif Absolument. Dans le mode actuel, mais c'est... Donc, on parle généralement entre 80 et 120 MB en fonction des systèmes d'exploitation, des fonctions actives, tout ça, là, en termes de consommation RAM. C'est exact. Excellent. Tu nous montres rapidement à quoi ça ressemble lorsqu'on tente d'exécuter un fichier malicieux sur un poste pour lequel le connecteur a été installé. Qu'est-ce que ça donne? Parfait. Donc, toujours dans mon environnement de lab ici, Mathieu, j'ai Windows 10 avec l'agent, le collecteur FortiDR installé. Donc, on est dans une installation vanille, c'est-à-dire que c'est des settings, des paramètres factory default. Donc, on ouvre notre site d'échantillonnage préféré ici, que j'ai téléchargé ici, virustotal.com. Donc, ici, j'ai téléchargé un contenu random que j'ai cherché avec des paramètres exécutables et de type ransomware ici. J'ai téléchargé ça sur mon bureau ici. Donc, lorsque j'ai renommé un fichier exécutable ici, évidemment, par mesure de sécurité, là, ça l'est
n'était pas lors du téléchargement. Donc là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais simplement le rouler ici, donc carrément. Et j'ai un message ici qui dit justement Windows ne peut pas rouler cet appareil. Donc, ce qui se passe en ce moment, si je retourne dans ma console ici, c'est évidemment le fameux fichier 2.exe sur ma machine qui a été classifié immédiatement comme quelque chose de malicieux. Donc, dans un premier temps, si je regarde dans la portion à droite ici, vous voyez que on voit le process détaillé qui a été terminé sur cet appareil-là et ça a été classifié déjà automatiquement par nos services cloud comme un contenu qui est malicieux. Et on voit en même temps l'identification au haut, le nom du thread qui a été nommé, de quelle famille, de quel type, et surtout aussi la règle qui a généré ces événements-là, qui a bloqué en temps réel et généré, donc on parle ici de Execution Prevention dans la catégorie à haut niveau, et plus précisément au niveau de la règle Malicious File Detected, qui donne une identification, une identification de ce qui s'est passé. Et en rouge, très important, ici, la suggestion de ce qu'un analyste en sécurité qui travaillerait dans un SOC qui ferait la télésurveillance de ces événements, qu'est-ce qu'on recommande de faire d'un point de vue investigation. Donc ici, évidemment, rapidement, on recommande d'aller chercher ce fichier-là sur l'appareil en question et d'aller dans le tab Forensics pour pousser l'investigation plus poussée. Mais au lieu de faire ça, ce que je vais faire ici pour les contraintes de temps ici dans notre présentation, je regarde dans le bas de l'écran, j'ai un graphe, dans le fond, qui permet, dans le fond, de voir ce que le fichier a tenté de faire ici. C'est assez simple, c'est un processus assez au niveau Explorer.exe, on l'a roulé et détecté quelque chose de malicieux et ça a été bloqué automatiquement. Fait que ça, c'est bien simple, rien de trop sorcier là-dedans. Ce que je vais vous montrer maintenant, pour rendre ça un petit peu plus intéressant, c'est que je reviens au niveau des règles de sécurité. Et ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver ou mettre en mode simulation la portion prévention d'exécution. Donc, je veux que le fichier s'exécute. Je ne veux pas prévenir son exécution. Ce que je fais ici, c'est que toute la catégorisation au complet de prévention, je la mets en mode simulation. Donc, c'était l'équivalent, évidemment, de désactiver le tout. Donc, ce que j'ai fait ici, ça s'applique immédiatement pour, dans le fond, tous les collecteurs qui sont assignés à cette règle-là, donc tous les agents. Dans ce cas-ci, c'est un petit environnement, j'en ai pas beaucoup. Donc là, je vais juste donner quelques instants pour être sûr que le tout se répercute localement. Donc, j'assume à ce stade-ci que tout est correct. Donc, si je reviens ici, vous voyez, à ce stade-ci, je vais juste même le supprimer pour être sûr de ne pas avoir... Ou mettre l'archiver, en fait, pour être sûr de ne pas se mélanger. Donc, je n'ai aucun événement ici. Je reviens dans mon environnement et maintenant, je vais tenter de l'exécuter à nouveau, sachant que j'ai plus rien qui va prévenir. Mais évidemment, j'ai toujours des règles pour capturer potentiellement ce que ce code veut faire. Immédiatement, j'ai un comportement différent. Là, ici, j'ai le User Access Control de Microsoft standard. Je dis unknown, je vais l'exécuter pareil. Et ce qui arrive maintenant, j'ai un pop-up ici de l'agent qui me dit maintenant, le process a été bloqué, contactez votre système votre sysadmin. Soit dit en passant, ce message est entièrement paramétrisable. Je peux modifier le texte et mettre plusieurs langues ou le mettre uniquement en français si je veux. Maintenant, je reviens dans ma console. Vous voyez, j'ai déjà 4 événements de générer ici. Et lorsque je regarde toujours le même coupable, cet individu-là, toujours la même information, et maintenant je vois chacun des éléments qu'il a créés avec les règles d'exfiltration toujours. Donc je vais fermer cette portion-là. Vous voyez, déjà un petit peu plus de données. Fait que ça, c'est le fameux Malicious File Detected maintenant. Mais maintenant, j'ai du Network Access aussi, Potential Unwanted Program, toutes des règles qui ont été triggered par le logiciel, le collecteur en tant que tel. Ransomware Protection aussi, dans cette catégorisation-là, ramasser quelque chose. Et au niveau de la prévention d'exécution aussi, Malicious File encore. Fait que plusieurs règles ont activé la génération de ces logs, encore une fois avec le détail complet. Maintenant, si je retourne dans la section Advanced Data, vous allez comprendre que j'ai beaucoup plus de contenu ici que tantôt. J'ai le process dans le fond, qui a activé ce qui se passe ici au niveau de la création des fichiers. Il a créé un autre fichier là-dedans et qui a tenté de se connecter à une adresse space Internet. Et vous voyez que le processus, évidemment, a été bloqué directement par le collecteur FortiDA. Donc, en résumé, ce que vous voyez que j'ai fait tantôt, c'est que dans un premier temps, on est allé en mode
prévention de l'exécution qui a été ramassée à cette étape-là. C'est pour ça qu'on ne voyait pas vraiment beaucoup d'informations. Le processus a été tué immédiatement avant même qu'il s'exécute. Dans un deuxième temps, j'ai mis ça en mode, dans le fond, ce que j'ai fait ici, c'est l'équivalent de carrément fermer mon antivirus, la façon prévention, et laisser le reste des engins au niveau de l'exfiltration des données et de la détection du ransomware avec sa série de règles détectées. Donc, d'une façon ou d'une autre, le code malicieux a été détecté et bloqué en temps réel. Donc, vous voyez, si je retourne finalement, ce que je peux vous montrer, c'est que moi, mon poste, j'ai bloqué le tout, mais je continue d'aller, par exemple, d'aller sur youtube.com. Je suis capable de continuer à fonctionner, de fonctionner, travailler sans aucun problème. Le poste n'a pas été isolé complètement. Même si ça a été j'aurais pu, si je voulais, mettre une règle pour complètement isoler le poste de travail, mais par défaut, je veux que les gens continuent à travailler, mes utilisateurs continuent à travailler, tout en recevant les alertes et, évidemment, potentiellement recevoir les alertes potentielles à cet égard-là. Donc, tu as vraiment eu, dans l'analyse d'événements, tu as vraiment eu la liste de beaucoup plus comportementale de tout ce qui s'est produit, là, finalement, au lieu d'être simplement une interception de fichiers. Là, on a vraiment eu des accès réseau qui ont été prévenus, puis un paquet d'actions qui sont beaucoup plus propres à du malware, mais normalement pendant qu'il exécute plutôt qu'avant qu'il exécute. Donc, effectivement, post-exécution, c'est la prévention. Donc, on va couper chaque tentative que ce soit des accès réseau, que ce soit des tentatives de modification locale, d'infiltration, d'injection de process en RAM, toutes les autres actions finalement qui sont listées au niveau de l'analyse comportementale. Un des éléments intéressants qu'on peut voir aussi lorsqu'on voit un événement ou des événements générés ici, c'est évidemment d'aller pousser l'investigation plus loin, que ce soit pour recueillir des preuves ou faire du threat hunting et voir si ce contenu est présent dans le reste de l'organisation ou non. Fait que maintenant, le fameux fichier 2.exécutable, tantôt ici, je vais dans la section Forensics ici. Et j'ai évidemment un petit peu plus de détails au niveau du parent process et des parent process creation. Donc, dans ce cas-ci, mon fameux fichier 2.exécutable, j'ai l'option avec le hash ici d'aller valider si c'est quelque chose qui a été déjà téléversé sur le site de VirusTotal. Et dans ce cas-ci, on est tombé sur un contenu effectivement connu avec 59 sur 72 antivirus sur le marché qui ont une signature pour la détection de ce contenu. Donc, c'est quand même un élément très intéressant d'un point de vue ramassage de preuves pour pousser plus loin l'investigation. Donc, un dernier élément qu'on voudrait parler ici au niveau de, évidemment, un des éléments qu'on est en train de faire en ce moment, c'est l'intégration avec la fabrique de sécurité Fortinet après l'acquisition du produit. Ce que vous voyez à l'écran ici, dans le fond, c'est un écran évidemment d'un FortiGate, donc à la version 6.2. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est que c'est le produit FortiEDR qui, à travers un des Fabric Connectors, lorsque détecté un groupe de collecteurs malicieux ou des adresses IP malicieuses, est allé se connecter via un API de FortiOS en créant une règle de sécurité en temps réel de façon totalement automatisée. Donc ici, on a créé une règle pour pouvoir bloquer des adresses IP sur lesquelles on a détecté des comportements malicieux et donc, dans le fond, profiter au reste de l'environnement, tout ce qui est derrière le FortiGate. Il y a un partage d'informations en temps réel ici, toujours évidemment dans le but de mitiger les risques associés à la propagation, là, que ce soit pour le téléchargement d'une clé de chiffrement ou autre, Command and Control. Donc, c'est vraiment la phase 1 de l'intégration qui devrait être disponible si peu. On parle d'une question de jours si ce n'est pas déjà fait. Donc, c'est en ce moment un des gros focus, l'intégration complète dans l'écosystème Fortinet. Donc, merci beaucoup, messieurs, pour ce survol. Ça a été vraiment intéressant. Je pense qu'on a vraiment fait le tour de l'ensemble des capacités pré-infection et post-infection de la plateforme. Encore une fois, Mine, Dominique, un gros merci. J'espère que les auditeurs ont apprécié la présentation. Évidemment, si vous avez des questions, on est toujours là et disponible pour vous. Merci et bonne fin de journée. Merci. Merci, messieurs. Au plaisir.